Bonjour, la vidéo suivante présente un rappel d'une partie du cours plus un exercice qui aborde la transmission de l'information génétique par la production sexuée plus les cycles de développement et les cycles chromosomiques. Les êtres vivants qui se reproduisent par la reproduction sexuée forment des gamètes haploïdes qui fusionnent durant la fécondation pour former un zygote diploïde. La gamétogenèse, c'est-à-dire la formation des gamètes, est assurée par la méiose. Cette méiose comprend 8 phases et elle est composée en 2 divisions partielles. La première division, qualifiée de division réductionnelle, qui comprend 4 phases, la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Et la deuxième division, qui est nommée la division équationnelle, qui comprend aussi 4 phases, la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. La méiose conditionne une cellule mère qui est diploïde, c'est-à-dire qui comprend des chromosomes homologues 2 par 2. L'exemple suivant montre la formation des gamètes mâles du lit, c'est-à-dire c'est un exemple d'une cellule végétale. Et dans cet exemple, on se satisfait d'une formule chromosomique de 2n égale à 4. Durant la prophase 1, on constate des chromosomes qui sont bichromatidiens, sachant que cette méiose est précédée comme la mitose par une interface. En plus, on remarque un certain appareillement entre les chromosomes homologues pour former ce qu'on appelle des tétrades ou bien des bimales. Vers la métaphase 1, les chromosomes homologues de la même paire se placent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule avec un maximum de condensation. En passant vers l'anaphase 1, les 2 chromosomes homologues de la même paire migrent vers 2 pôles opposés, avec chaque chromosome qui reste bichromatidien. Vers la fin de la première division, qui est la télophase 1, on distingue 2 pôles de la cellule mère où chaque pôle comprend n chromosomes seulement. Dans ce cas, vous avez chaque pôle avec n égale à 2. Le résultat de la première division de cellules filles qui sont haploïdes, n. Ces 2 cellules filles caractérisent la prophase 2. On va décrire le scénario d'une seule cellule fille et c'est la même chose pour l'autre. Vers la métaphase 2, les chromosomes se placent dans le plan équatorial pour former la plaque équatoriale. Après, la cellule passe vers l'anaphase 2 où on constate une rupture du centromère et chaque chromosome fils devient monochromatidien et les 2 chromosomes fils migrent vers 2 pôles opposés de la cellule. Et vers la fin de cette deuxième division, on a la télophase 2 qui donne, après subdivision du cytoplasme, 2 cellules filles haploïdes où chaque cellule comprend n chromosomes monochromatidiens, mais si je prends l'ensemble à partir de la cellule mère, la méiose donne 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. La méiose nous a montré qu'au sein d'un même organisme, on peut distinguer des cellules haploïdes et des cellules diploïdes. Donc pour déterminer l'haploïdie et la diploïdie d'une cellule, on a recours à la réalisation du karyotype. Le document suivant vous montre les détails de la réalisation de cette
représentation. Bien sûr, vous êtes libre de commander le déroulement de cette vidéo en faisant pause à n'importe quel moment pour consulter les détails. Le résultat de cette technique est un document qui est qualifié de karyotype qui montre les chromosomes d'une cellule organisée selon des critères et parmi ces critères, on a la taille et la position du centromère. L'exemple suivant montre deux karyotypes de deux cellules somatiques de drosophiles mâles et femelles. En comparant les deux karyotypes, on distingue une certaine ressemblance en ce qui concerne 6 chromosomes qui sont chez chaque sexe classés par paire. Donc il s'agit de deux cellules qui sont diploïdes, 2N. Mais la différence, c'est concernant une paire de chromosomes qui est qualifiée de paire de chromosomes sexuels ou bien gonosomes, où on distingue deux chromosomes semblables chez la femelle, c'est pour cela il est qualifié d'homogamétique, et on distingue deux chromosomes sexuels différents chez le mâle, c'est pour cela il est qualifié d'hétérogamétique. En passant vers les karyotypes chez l'espèce humaine, chez le mâle et la femelle, on distingue que l'ensemble, bien le nombre total des chromosomes chez les deux sexes est 46. En plus, les chromosomes sont classés par paire. Donc on est face à des cellules qui sont diploïdes, exactement avec une formule chromosomique qui est 2N égale à 46. Mais la différence, c'est concernant la 23e paire, où chez le mâle, on distingue deux chromosomes sexuels qui sont différents, nommés XY. Donc le mâle est hétérogamétique, mais la femelle est homogamétique, ce qu'elle donne un seul type de gamète qui est composé toujours, mais qui comprend toujours X. Le résultat de la gamétogenèse chez l'espèce humaine sont les gamètes suivants. Le karyotype suivant montre un karyotype pour le mâle qui est composé de Y, et pour ce karyotype peut représenter en même temps un gamète mâle ou bien femelle, parce que les deux peuvent donner le chromosome X à partir de la séparation bien sûr des chromosomes homologues durant l'anaphase U. La fusion des deux gamètes mâles et femelles durant la fécondation donne 2N à nouveau pour le zygote. Donc en général, la méiose permet le passage de la diploïdie 2N vers la ploïdie N, et la fécondation permet le rétablissement de cette diploïdie. L'alternance des deux phénomènes fondamentaux, la méiose et la fécondation, permet le maintien et la stabilité du karyotype en passant d'une génération à une autre chez la même espèce. Ce maintien est concrétisé par l'étude des cycles de développement suivants. Dans les 3 cycles, on va utiliser les mêmes symboles des phénomènes et de quelques cellules. F pour fécondation, G pour gamète, RC c'est une réduction chromatique, ça signifie la méiose, S spore et Z zygote. Dans chaque cycle de développement, on distingue les détails des stades de vie d'une espèce bien déterminée. Et au centre, on distingue ce qu'on appelle un cycle chromosomique qui montre, bien qui résume
ce cycle de développement en montrant les phases diploïdes et les phases haploïdes de ce cycle. Le premier exemple est représenté par le cycle de développement du fucus vésicule. Dans un cycle de développement, on est libre de commencer par n'importe quel stade, mais c'est mieux de commencer par le zygote qui est le produit d'une fécondation. Dans ce cas, le zygote va subir un ensemble de mitoses et après différenciation, on va avoir une génération mâle bien femelle. Au niveau des deux individus mâle et femelle, on a l'intervention d'une méiose à partir de cellules mères pour donner des gamètes. Le devenir de ces gamètes est une fusion sous forme de fécondation pour donner un zygote. En résumant ce cycle de développement en un cycle chromosomique, on a le cycle suivant, où la phase haploïde se limite uniquement aux gamètes et la méiose est suivie directement de la fécondation. Lorsqu'on a ces conditions, on est face à un cycle diplophasique. Le deuxième exemple représente un cycle de la spirogyre. On commence toujours par le zygote qui est produit à partir d'une fécondation. Après la formation de cette cellule, elle va subir une méiose qui va produire 4 noyaux. 3 dégénèrent et le noyau qui reste va subir des mitoses pour générer un filament de spirogyre. La fécondation chez la spirogyre est sous forme de cystogamie, où un noyau mâle migre vers un noyau femelle pour générer un zygote. En résumant ce cycle sous forme de cycle chromosomique, on distingue que la phase diploïde se limite au zygote et la fécondation est suivie directement de la méiose. Lorsqu'on a ces critères et ces conditions, on est face à un cycle haplophasique. Le troisième exemple représente le cycle de la laitue de mère. On commence toujours par le point classique qui est le zygote diploïde qui va subir un ensemble de mitoses et après il donne le sporophyte diploïde. Parmi les cellules du sporophyte diploïde, des cellules mères qui vont subir des méioses pour donner des tétraspores. Ce sont des cellules haploïdes. Les tétraspores vont subir des mitoses et différenciation pour générer des gamétophytes mâles ou femelles qui sont haploïdes. Et au niveau des gamétophytes, on a des cellules qui se différencient en gamètes mâles et femelles et leur devenir est une fécondation qualifiée d'anisogamie pour donner un zygote. Si on résume ce cycle de développement sous forme de cycle chromosomique suivant et on compare les critères de ce cycle chromosomique avec les conditions discutées préalablement, on distingue que le zygote, bien la fécondation, n'est pas suivie directement de la méiose et la méiose n'est pas suivie directement de la fécondation. Dans ce cas, on est face à un cycle haplo-diplophasique. On va essayer de concrétiser quelques notions déjà discutées dans le résumé précédent par l'exercice suivant, extrait de l'examen national du baccalauréat 2017, la session normale concernant la filière des sciences mathématiques A, sachant que cet exercice appartient à la catégorie du raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Plus, dans un examen, on peut trouver aussi une autre catégorie consacrée à la connaissance. Procéder à la solution de l'exercice choisi, je vous donne une vision générale à propos de la façon de présenter cet exercice. Et on doit se mettre d'accord
propos de quelques tâches à suivre et à respecter dans un examen. Premièrement, il faut lire l'énoncé de l'exercice d'une manière entière en essayant de résumer cet exercice, c'est-à-dire résumer les données, en déterminant la nature des documents présentés, graphiques, schémas, tableaux, etc. En plus, en ciblant les questions, on doit déterminer ce qui est demandé, les tâches et les consignes demandées. Et dans les examens récents, sont représentés par, bien en gras, présentés sous forme d'infinitif, d'impératif ou bien en gérondif. Et au niveau d'une seule question, on peut trouver plusieurs tâches ou bien plusieurs consignes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Pour mettre en évidence le rôle de l'alternance de la méiose et de la fécondation dans le maintien du karyotype ou bien formule chromosomique à travers les générations, on propose les données suivantes. Le triton, nom scientifique Tritinus vulgaris, est un amphibien qui se reproduit à la fin de l'hiver dans l'eau douce. Des observations continues de cet animal dans son milieu de vie ont permis de connaître quelques étapes de son cycle de développement. Ces étapes sont représentées par les figures du document 1. Le document 1 est accompagné d'une description textuelle qui est la suivante. Au cours de sa reproduction, le mâle A se place devant la femelle B et dépose un spermatophore C, qui est un sac contenant des spermatozoïdes et se collant aux feuilles des plantes. La femelle, suivant le mâle, va saisir ce spermatophore par l'ouverture de son organe génital, ce qui permet aux spermatozoïdes de féconder ses ovules D. Il s'agit d'une fécondation interne sans copulation entre les deux sexes. La femelle pond de 200 à 300 œufs, qui sont des zygotes, qu'elle fixe aux plantes aquatiques ou aux pierres. Après 15 à 20 jours, ces œufs donnent des larves F d'1 centimètre environ de longueur. Chaque larve se développe et donne un triton, mâle ou femelle, A ou B, qui atteint sa maturité sexuelle après 3 ans. Une bonne réponse exige une clarté et une organisation. Et cela nécessite une bonne compréhension de la question. La première question, cet exercice, déjà, selon la forme, on a deux verbes en gras qu'on est face à deux tâches. En utilisant uniquement les lettres A, B, C, D, E et F, donc ils ont imposé les symboles à utiliser, indiqués dans le document 1, réaliser, c'est la tâche principale, le cycle de développement de cet animal. Donc, on doit représenter les stades de vie de cet animal d'une manière abrégée. Les dessins qui représentent les différentes figures ne sont pas demandés. Et cette question mérite 0,25 points. Une proposition de réponse 1 comme suite. Vous avez le document 1 qui représente la référence des symboles. Dans un cycle, c'est mieux de commencer par le zygote ou bien l'œuf. Vous avez l'œuf E qui est comme origine la fusion de deux gamètes. Le gamète C, bien le gamète mâle qui est d'origine le spermatophore C, et vous avez le gamète femelle qui est D. Ces deux gamètes ont comme origine les deux sexes, mâle et femelle. Vous avez le mâle A et la femelle B. Maintenant, le devenir de ce zygote, c'est de donner une larve F.
et selon son sexe, il va générer cette larve un mâle ou bien une femelle, et vous avez le cycle de développement suivant d'une manière abrégée. On continue la lecture des données. Le cycle de développement du triton est caractérisé par l'alternance de la méiose et de la fécondation. Le document 2 montre l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes par noyau depuis la formation des ovules à partir d'une cellule mère jusqu'à la première division de l'œuf. Le document 2 montre la variation de la quantité d'ADN en fonction de temps. Et vous avez la subdivision de temps en certains intervalles mentionnés par cette légende. Parmi le vocabulaire mentionné, vous avez le mot de karyogamie, où le préfixe karyo est en relation avec noyau. Exactement dans ce cas, ça signifie la fusion de noyaux. Cette quantité d'ADN, on peut la trouver dans d'autres documents présentés sous forme d'unités arbitraires et les valeurs sont sous forme de lettres comme Q, de Q, etc. En plus, le document suivant représente la variation aussi de l'aspect de chromosome avec la variation de l'ADN durant les deux phénomènes fondamentaux. Durant la gamétogenèse qui est assurée par la méiose, à partir d'une cellule mère ici, et vous avez introduction de gamètes ici, mâle avec femelle, qui montre le phénomène de la fécondation. Plus, vous avez une remarque en relation avec la gamétogenèse, qui est représentée ici pour le côté femelle, et la même chose pour le côté mâle. Vous avez les variations de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les gamètes mâles et femelles. La deuxième question qui est en relation avec le document 2 est la suivante. Décrivez l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes. Ce sont les deux variations mentionnées dans le document. C'est quand? C'est avant, au cours et après la fécondation. 3 intervalles. Puis, déduisez, deuxième tâche. Déduisez en justifiant. C'est une déduction qui nécessite une justification de quoi? Du type du cycle chromosomique de cet animal. Un ensemble de consignes qui mérite seulement 1,75 points parmi le volume de cet examen. Il faut toujours avoir confiance en soi, rédiger des réponses et comparer vos réponses avec les propositions sous forme de solutions. Je vous donne la proposition suivante de la question, bien de la réponse 2. Ce qui est demandé, en premier temps, c'est de décrire la variation de la quantité d'ADN et celle de l'aspect des chromosomes avant, durant et après la fécondation. On commence par le premier intervalle, qui comprend les phases G1, S et G2. Durant la phase G1, le noyau de la cellule mère du gamète femelle contient 4,4 10 à la puissance moins 12 grammes d'ADN, des chromosomes homologues de 2N, où chaque chromosome est monochromatidien. Durant la phase G2, qui est précédée par une réplication durant la phase S, le noyau de la cellule mère du gamète femelle contient une quantité d'ADN doublée, qui devient 8,8 10 à la puissance moins 12 grammes par rapport à la quantité enregistrée à G1. Des chromosomes homologues 2N, où chaque chromosome là, devient bichromatidienne après la réplication. Après la phase G2, la cellule mère du gamète femelle subit une première division, c'est la division réductionnelle.
qui réduit de moitié la quantité d'ADN vers 4,4 10 à la puissance moins 12 et réduit aussi le nombre de chromosomes où chaque chromosome demeure bichromatidien. Ensuite, l'établissement de la deuxième division, qui est la division équationnelle, qui donne des gamètes haploïdes N, où chaque gamète contient une quantité d'ADN réduite à nouveau, qui devient 2,2 10 à la puissance moins 12 grammes, et des chromosomes qui deviennent monochromatidiens, après l'anaphase de bien sûr. Durant la fécondation, la réplication de l'ADN dans le noyau de chacun des deux gamètes, mâle et femelle, où la quantité devient 4,4 10 à la puissance moins 12 grammes. Ensuite, la fusion des deux noyaux des gamètes, c'est la karyogamie, qui donne un œuf contenant une quantité d'ADN de 8,8 10 à la puissance moins 12 grammes et des chromosomes bichromatidiens sous forme des homologues. Voilà, la fécondation rétablit la diploïdie. Après la fécondation, la cellule œuf subit une mitose qui donne deux cellules filles où chacune possède 4,4 10 à la puissance moins 12 grammes d'ADN et le même nombre de chromosomes homologues de N que l'œuf, mais qui sont monochromatiques. Voilà, vous avez la mitose qui conserve la diploïdie. C'est la première tranche de la réponse. La deuxième concernant le type du cycle chromosomique. Vous avez un cycle chromosomique qui est diplophasique. Pourquoi? Car la phase haploïde est limitée aux gamètes et la fécondation a lieu directement après la méiose. Vous avez un certain enchaînement de questions. La troisième et dernière question est une simple traduction de la dernière partie de la question 2, c'est le fait de réaliser le cycle chromosomique du triton. Cette réponse mérite 0,5 points. Et le cycle chromosomique en général nécessite plusieurs symboles. Donc le fait de négliger deux éléments, c'est déjà moins 0,25, moins 0,25, c'est 0. Donc il faut être plus précis et plus clair le maximum possible. En plus, il faut remarquer qu'on a un certain enchaînement de questions. La première question, c'est de déterminer le cycle de développement d'une manière abrégée. Ce cycle va nous aider à édifier le cycle chromosomique. On commence toujours par le zygote, vous avez le ici de N. Le devenir de ce zygote, c'est triton mâle ou bien femelle. Ça représente la phase diploïde. Les deux sexes vont générer des gamètes à partir de la méiose. La fusion de deux gamètes donne directement le zygote. Donc on est face à des conditions qu'on a déjà discutées d'un cycle qui est diplophasique comme suite. Et en général, il faut mentionner la légende au niveau de laquelle on trouve les symboles utilisés par l'élève, parce qu'on n'a pas une règle stricte pour le respect de la représentation de ces symboles. Merci et bon courage.